Il y a effectivement un faisceau d'événements survenus ces dernières semaines qui peuvent accréditer l'hypothèse d'une régression démocratique. On pense tout d'abord bien sûr aux élections présidentielles en Biélorussie, 19 décembre, qui ont donné lieu à une répression très sévère de la part du régime d'Alexandre Loukachenko. Je rappelle que 3 anciens candidats sont toujours internés, en cours entre 5 et 15 ans de prison, 4 autres sont assignés à résidence, et donc on assiste à un durcissement tout à fait spectaculaire d'un régime qui déjà était peu démocratique. Il y a également une évolution assez peu favorable en Ukraine. L'Ukraine qui était le pays le plus démocratique, sans doute de l'espace post-soviétique. On observe que plusieurs proches de l'ancien Premier ministre Yulia Tymoshenko sont inquiétés, certains sont incarcérés. Je pense en particulier à l'ancien ministre de l'Intérieur, et Yulia Tymoshenko elle-même est inculpée et fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Et puis il y a d'autres événements plus récents, moins inattendus peut-être. On a à l'esprit l'adresse formulée par le Parlement kazakh au président Nazarbayev afin de le convaincre de rester 10 ans de plus au pouvoir sans élection. Donc effectivement, il y a un faisceau d'événements. Ceci dit, je crois qu'il ne faut pas généraliser. Enfin, il y a aussi des contre-exemples positifs. La Moldavie, où ont eu lieu des élections législatives fin novembre, des élections parfaitement démocratiques. Il y a également le Kyrgyzstan, un pays qui a été au bord de la guerre civile en mai dernier et qui a connu depuis 2 scrutins tout à fait démocratiques. Et même dans les pays que j'ai cités, je pense en particulier à l'Ukraine, à la Biélorussie, je crois qu'il faut distinguer le court terme et le long terme. Loukachenko tape fort parce qu'il se sait minoritaire dans le pays. Quant à l'Ukraine, le noyau dur en héritage de la révolution orange, en particulier s'agissant de la liberté de la presse, n'est pas encore attaqué. La question serait plutôt que veulent-ils faire? Il s'agit plutôt d'une question de volonté politique. La vérité oblige à dire que dans un certain nombre de pays, on pense en particulier aux pays riches en hydrocarbures, l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, parfois le Kazakhstan, les Occidentaux font preuve d'une certaine complaisance. En tout cas, le respect des droits de l'homme et des libertés publiques n'est pas tout à fait prioritaire. Ceci dit, l'Occident dispose de leviers. Si l'Occident veut agir, il peut agir. On sait que la plupart de ces pays restent sensibles à l'image qu'ils projettent. Les dirigeants ont souvent des actifs à l'étranger. Ces pays cherchent à améliorer leur image, pour la majorité d'entre eux. Dans le cas de la Biélorussie, par exemple, l'Union européenne est le principal partenaire commercial du pays. On peut imaginer, par exemple, que des sanctions commerciales auraient un très grand effet. Donc les Occidentaux ne sont pas dépourvus d'instruments, il s'agit surtout d'une question de volonté politique. Le verdict qui a été rendu à l'issue du 2e procès Khodorkovsky était hélas tout à fait prévisible. Il faut se souvenir de l'importance symbolique et politique du premier procès. Je crois que l'affaire Khodorkovsky est un acte fondateur du régime Poutine. Et il ne fallait pas s'attendre à autre chose en réalité. Dmitri Medvedev est bien conscient de l'importance symbolique de ce dossier. Il n'est pas monté un créneau sur ce dossier qu'il s'est perdu d'avance, dans le sens où intervenir, émettre un avis différent sur l'affaire Khodorkovsky équivaudrait à ouvrir les hostilités avec Vladimir Poutine et son entourage. Hostilités que Dmitri Medvedev perdrait à ce stade. Est-ce qu'il faut pour autant tirer un trait sur Dmitri Medvedev? Je crois qu'il faut être prudent. Les choses vont se décider au premier semestre. On observe qu'en 2009, Medvedev a plutôt renforcé ses positions par petites touches en procédant à certaines nominations en région, mais pas seulement. Et donc je ne tirerai pas de conclusion définitive quant à 2012. Il y a à l'inverse de nombreux indices qui vont plutôt dans le sens d'un maintien du tandem dans sa configuration actuelle. Poutine Premier ministre, Medvedev président. Or on sait que le prochain mandat de président sera un mandat de 6 ans, ce qui peut, si Medvedev est reconduit, on peut penser que assez naturellement le rapport de force va évoluer.